Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le label Or Qualité et Sécurité des Soins décerné à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, un centre hospitalier universitaire français à dimension européenne mondialement reconnu. Cette distinction est le résultat d'une somme d'évaluation qui aurait duré plusieurs mois. On en parle en début de journal. Il faut restaurer et sauvegarder le paysage forestier ivoirien et sa biodiversité. Et pour y arriver, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, entreprend une série d'actions en vue de voler au secours de la mangrove dans le département de Sassandra. Des projets sont initiés pour mettre fin à sa destruction et engager le reboisement. L'actualité internationale ce 13 h nous mènera au Gabon où l'actuel président de la transition annonce que l'ancien président Ali Bongo Ondimba est libre de se rendre à l'étranger pour des soins. Nous irons au Nigeria, à Madagascar, puis nous terminerons par la Russie où 5 drones ukrainiens ont été abattus. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec cette info. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville vient de décrocher le label Or Qualité et Sécurité des Soins, un label décerné par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, un centre hospitalier universitaire français à dimension européenne mondialement reconnu. Cette distinction, la première du genre pour un établissement sanitaire ivoirien, exhorte le personnel dirigeant et soignant de l'hôpital Mère-Enfant à maintenir sa démarche qualité dans la délivrance des soins. Mahama Traoré. Après le label argent obtenu en juin 2019, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville reçoit le label Or, Qualité et Sécurité des Soins, label décerné par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, un centre hospitalier universitaire français à dimension européenne et mondialement reconnu. Nous avons placé au cœur de nos actions la prise en charge des patients et la sécurité des patients. Et nous avons scruté l'environnement qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de processus de certification des hôpitaux. Et nous avons saisi le label APHP. Parce que l'APHP, c'est le plus grand CHU d'Europe. Quand des patients viennent dans cet hôpital, ils savent qu'il y a une attention particulière à la qualité et à la sécurité des soins. Ils peuvent donc avoir confiance dans les soins et dans les professionnels qui les accueillent. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on est un hôpital mère-enfant. Cette distinction intervient suite à une évaluation de plusieurs mois où 31 procédures liées à la qualité et à la sécurité des soins auront été passées au peigne fin. Une prouesse pour cet établissement, seulement âgé de 5 ans. On est passé de 12 000 consultations par an à peu près à 66 000 consultations par an. On est passé de 250 accouchements, 250 interventions à peu près chirurgicales par an à plus de 1500, 2000 interventions et 2000 accouchements par an. Donc la progression a été énorme. Aujourd'hui, le travail que vous avez réalisé, c'est plus de 275 000 consultations, plus de 6 000 actes de chirurgie et plus de 5 000 naissances. Voir ainsi l'hôpital mère-enfant se hisser à un tel niveau de référence internationale nous réjouit tous. Je place cette dynamique de progrès constant dans le contexte national de l'amélioration continue de l'offre de soins en faveur de la population ivoirienne, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'obtention de ce label de qualité par l'hôpital Mère-Enfant devrait faire tache d'huile dans le système sanitaire ivoirien. Le gouvernement ivoirien développe depuis 2018 un vaste programme hospitalier à travers la construction et la réhabilitation d'hôpitaux sur l'ensemble du territoire. Ces infrastructures sanitaires dotées pour la plupart de personnels compétents ainsi que d'équipements de dernière génération doivent être maintenues opérationnelles. À cet effet, une politique de labellisation pourrait être instaurée. Argent. Or, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville vise désormais le label platine de l'APHP. Bonne nouvelle pour cet hôpital et pour la motivation de son personnel. Direction à présent d'Aloa, quartier Orly, où le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé à l'inauguration de la maternité Dominique Ouattara. L'établissement sanitaire apportera à coup sûr soulagement aux populations de cette localité. Jean-Yves Zadi, Soro Corona. Cette coupure de ruban du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en compagnie du maire de la commune d'Aloa et du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, marque l'inauguration de la maternité du quartier Orly de la Cité des Antilopes.
Une initiative du conseil municipal soutenue par Mamadou Touré, cadre de la région du Haut-Sassandra. Cette infrastructure sanitaire vient pallier les longues distances parcourues par les femmes lors des accouchements. On remercie le président de la République, on remercie son frère. Vraiment, nous les femmes de Orly, nous sommes en joie. Nous sommes très contentes. Nous sommes très contentes. On n'imaginait pas quelque chose comme ça. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie, s'est réjoui des actions posées par la municipalité. La santé, comme vous le savez, fait partie des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis son avènement à la magistrature suprême, les centres de santé, les hôpitaux se sont multipliés un peu partout en Côte d'Ivoire. Il était donc normal que Orly, quartier martyr, ait aussi son centre de santé. Et on peut que se féliciter de cette belle initiative. Cette activité s'est terminée par une visite des locaux de la maternité dotée du nom de la première dame du Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et la rentrée scolaire 2023-2024 qui s'annonce tout doucement à compter du 11 septembre. Le lundi prochain, les écoliers reprendront le chemin de l'école et tourneront ainsi le dos aux vacances. Au lycée Mamie au Fouet-Fété de Bingerville, ce jeudi 8 septembre 2023, Mariette Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a tenu une rencontre avec acteurs et partenaires de l'école ivoirienne en présence de plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs points abordés, notamment le retour de la dictée classique au primaire et au collège, le découpage de l'année, le passage en classe supérieure et l'encadrement des enseignants. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Des vacances qui doivent céder la place aux ardoises, manuels scolaires et autres activités scolaires. Et à quelques jours de la reprise des cours, les parents d'élèves pressent le pas pour effectuer les derniers achats. Occasion pour les commerçants de se frotter les mains, de réaliser de bons chiffres d'affaires. Une de nos équipes de reportage a sillonné le marché du Forum à Adjamé pour prendre le pouls des préparatifs. Amidi Rassouba, Abdoulaye Koné. C'est bientôt la rentrée des classes et le Forum d'Adjamé grouille de monde. Difficile aussi de se frayer un passage dans ce magasin aux couleurs des tenues scolaires. Ici, elles se vendent en gros. Une aubaine pour Abdoulaziz qui se frotte les mains. Couturier de formation, il est aussi le gérant de cet atelier. Les femmes là, ils viennent prendre en gros, pour aller revendre dans les campements et puis prendre 1000 qu'on peut aller revendre. Ici sont exposées plusieurs tenues aux motifs et aux couleurs différentes. Un lieu de prédilection pour Alida, revendeuse. Elle vient de conclure un marché. Cette année-là, on a fait nos stocks. En tout cas, ça bouge un peu. Les parents viennent et il y a d'autres aussi qui disent que c'est déjà dans la scolarité, à l'école. Ils ont déjà tout prévu à l'école. Donc, ceux qui prennent un peu 1, 2. Cette autre revendeuse vient de l'intérieur du pays pour se ravitailler au Forum d'Adjamé. Choisir de belles tenues est le seul moyen pour elle de satisfaire sa clientèle. Comme c'est la rentrée, nous venons voir les dames là pour prendre un peu de tenues pour aller revendre. C'est maintenant que je viens, comme c'est hier, ils ont commencé les inscriptions. Accompagné de ses 2 enfants, ce père de famille a du mal à trouver une tenue pour son fils, mais il a déjà ce qu'il faut pour sa fille. Il a évoqué la hausse des prix. Je suis venu payer les habillements, les calculs plus les sacs pour lui. Comme le rentrée sur le 11 là, pour qu'il puisse commencer l'école et puis avoir. Mais c'est pour lui, je n'ai pas encore trouvé tout d'abord. Je suis là chercher. À partir de 7500, je négocie à lui jusqu'à un prix abordable. C'est le lundi 11 septembre prochain que les écoliers reprendront le chemin des classes. Les parents, quant à eux, disposent encore de quelques jours pour leur assurer le nécessaire. Et comme on peut le voir, les marchés grouillent de monde à quelques jours de cette rentrée. Et dans la région du Béret, les enfants de Soukourban et de Koro Kopla, dans le département de Kounaïri, Tomono, dans le département de Mankono, auront le plaisir de débuter cette nouvelle année scolaire dans de nouveaux locaux, des locaux fraîchement inaugurés par le ministre-gouverneur du Woroba, Moussa Dosso. 3 établissements construits dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement financé par l'Agence française de développement. L'objectif est bien sûr de rapprocher le premier cycle des enfants du monde rural. Soro Corona. La rentrée scolaire 2023-2024 s'annonce heureuse pour les écoliers des villages de Soukourban et de Korokopla dans le département de Kounaïri, Tomono dans le département de Mankono, région du Béret. Ces 3 localités ont désormais leur collège de proximité. La réalisation de ces établissements scolaires intervient dans le cadre de la mise en œuvre du C2D.
contrat de désendettement et de développement. Ces collèges de proximité ont coûté plus de 900 millions de francs CFA à l'Agence française de développement. La construction des collèges de proximité vise à mettre fin aux nombreuses grossesses en cours de scolarité. Qui parle d'école parle de l'avenir de nos enfants, donc de développement de la région du Béret. La place de l'éducation dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est clairement établie. Et vous avez vu ce qu'il a fait à propos de l'éducation. Pour permettre aux parents de préparer la rentrée scolaire 2023-2024 en toute quiétude, les meilleurs écoliers et élèves de ces localités ont reçu les kits scolaires des mains du ministre-gouverneur. L'Agence française de développement va décaisser une enveloppe de 750 milliards de francs CFA pour la troisième phase du CED 2021-2025. Ils ont quitté l'école il y a plusieurs années et aujourd'hui exercent comme assistants vétérinaires dans la ville d'Aïn-Bilekro. Les assistants vétérinaires s'engagent à offrir des services de qualité aux éleveurs. Au cours de la cérémonie d'investiture du bureau de leur association, ils ont pris l'engagement de multiplier les séances de formation pour être plus efficaces sur le terrain. Herman Yamia. Les assistants vétérinaires d'Aïn-Bilekro qui travaillent aux côtés des docteurs vétérinaires mandatés par l'État et les vétérinaires privés veulent professionnaliser davantage leur métier pour extirper les intrus qui ternissent souvent l'image du métier. Réunis dans cet hôtel de la ville pour l'investiture du nouveau bureau de leur association, ils donnent déjà un aperçu de leurs ambitions. Première action, s'instruire sur la déontologie et les lois qui régissent cette fonction. Sans la formation, on ne peut rien faire. C'est pour cela qu'on n'avait pas de tests régis. On a demandé à ce que le président de l'ordre des vétérinaires arrive pour nous donner des tests régis. Et j'ai axé ma campagne sur la formation. La formation, c'est vrai, chaque fois, nous devons nous recycler. Parce que quelqu'un qui se forme, il est bien pour la population. Mais une personne qui ne s'informe pas devient un danger. En ce qui concerne leur travail, je pense qu'ils sont très efficaces par rapport aux informations que nous recevons au niveau du GDS et même au niveau des éleveurs ici à Aïn-Bilekro. Et il faut dire que ce sont des personnes à, en tout cas, féliciter. Le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires de Côte d'Ivoire, convié à cette cérémonie, salue cette initiative qui, selon lui, va renforcer la collaboration entre les assistants vétérinaires et les vétérinaires assermentés. La gestion des maladies est dévolue aux vétérinaires, mais de par la représentativité sur le terrain, les assistants vétérinaires ont donc par conséquent un rôle important. Ils sont déjà sur le terrain. Il faut qu'ils finalisent la relation qu'il doit avoir entre eux et le docteur vétérinaire pour que justement la gestion de ces maladies soit la plus efficiente possible. Aïn-Bilekro étant une grande zone de production de volailles, il est plus qu'impérieux d'assainir le milieu vétérinaire afin d'éviter les épidémies dans le secteur. Ils sont nombreux, ils rentrent dans toutes les fermes. C'est eux qui vont regarder quel type de maladie que nous avons et puis ils nous font le rapport. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de s'organiser. Je pense qu'il faut pouvoir les accompagner. Le milieu demande à être vraiment assaini parce qu'avec le désordre qui était installé depuis lors, on ne pouvait pas vraiment travailler et parce qu'on ne savait pas qui était réellement un assistant vétérinaire ou pas. Mais maintenant, avec l'association, je pense qu'on se retrouve. L'association des assistants vétérinaires d'Aïn-Bilekro a été formalisée en 2014 et revendique à ce jour plus de 60 membres. Amisha Adé Anissé est le deuxième président après Jean-Marie Aoulia pour un mandat de 2 ans renouvelable. Deuxième titre de ce journal, il faut restaurer et sauvegarder le paysage forestier ivoirien et sa biodiversité. Pour y arriver, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui technique et financier de ses partenaires, entreprend une série d'actions dans le département de Sassandra. La mangrove a perdu plus de la moitié de sa superficie de 2000 à 2023. Des projets sont initiés pour mettre fin à sa destruction et engager le reboisement. Au nombre de ces projets figure le projet FOLAB, un atelier d'information et de sensibilisation vient de se tenir à Sassandra. Plus de détails avec Sam Conan. Le littoral de la Côte d'Ivoire, long de plus de 500 km, abrite une abondance de ressources naturelles terrestres et marines qui fournissent des services écosystémiques vitaux et contribuent à atténuer les épisodes météorologiques extrêmes. Au nombre de ces ressources naturelles, la mangrove. Dans les années 70, l'inventaire qui avait été fait faisait état de 30 000 hectares de mangroves. L'inventaire qui a été fait récemment fait état de 2500 hectares. Vous voyez la différence.
Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, conscient de cela, a initié des actions pour la préservation de la mangrove. Un atelier pour informer et sensibiliser les populations riveraines sur un projet dénommé Projet FOLAB, conservation et restauration des paysages forestiers et biodiversité, qui va être conduit dans le département du Sassandra. Dans le cadre d'un projet similaire, le projet Waka, les reboisements de mangroves ont été initiés. Et dans le présent projet, le projet donc FOLAB, dans le département donc de Sassandra, va être conduit pour faire non seulement la conservation, mais là où il est possible de faire donc du reboisement, que le reboisement de mangroves soit fait. Donc c'est l'occasion de sensibiliser les populations qui vivent donc dans le département de Sassandra sur l'importance de la mangrove. Les gens coupaient la mangrove à l'époque pour aller filmer le poisson. Vraiment, on a tous compris aujourd'hui. Il est temps maintenant de partir dans nos villages et faire asseoir nos concitoyens, leur faire passer le message de ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous avons bien compris que si nous détruisons la mangrove, nous n'aurons pas de poissons et cela détruira aussi l'atmosphère. Et nous avons pris l'engagement de ne pas utiliser la mangrove pour fumer du poisson. De 3011 hectares en 2000, il ne reste que 1488 hectares de mangroves dans le département de Sassandra, soit plus de la moitié de la superficie détruite en 2 décennies. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Les danses traditionnelles et musiques du terroir étaient sorties à Kabangoué, village situé dans la sous-préfecture de Tianko, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On a fait la fête pour célébrer le lancement officiel de la semaine culturelle du village. L'initiative est de l'Association pour le développement de Kabangoué, en abrégé ADK. Cadres, fils et filles du village ont répondu présents à l'appel. Jean-Yves Zadi, Kader Sokotogo. Ambiance festive à la place de l'école primaire de Kabangoué, sous-préfecture de Tienko, dans la région du Folon. L'événement du jour rassemble les fils et filles, cadres, guides religieux et chefs coutumiers. Nous sommes à la cérémonie officielle du lancement des activités de la semaine culturelle du village de Kabangoué. Une initiative de l'Association pour le développement de Kabangoué. Objectif, rassembler les ressortissants de la cité pour parler de développement et inviter la jeunesse à plus d'intérêt aux valeurs culturelles, sociales et ancestrales. Il s'agit pour nous de venir diagnostiquer le vécu de nos parents, les aider dans les prises de décision. Notre jeunesse, nous faisons une bonne campagne pour les amener au village, ils viennent se frotter aux valeurs culturelles. Le président du conseil régional du Folon, parrain de la cérémonie, félicite l'action de l'ADK et invite les membres à un développement participatif. Faire le développement local sans son avis et sans elle, souvent nous avons vraiment des graissements dedans. Nous avons pris la résolution de travailler étroitement avec les mutuelles de développement. Question d'abord de les intéresser au développement de leurs villages respectifs, mais aussi pour qu'ils puissent apporter aussi une plus-value au niveau du développement. Plusieurs danses, notamment le Zolo et le Bourou, ont apporté une part de gaieté à ce grand rassemblement. Madame, Monsieur, ici nous posions l'instant de quelques minutes nos valises à Kong, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La ville célèbre pour la richesse de son patrimoine culturel se donne les moyens de le préserver au regard de l'engagement dont font preuve les populations de cette localité pour le maintien de ce patrimoine. 2 mosquées de style soudanais classées au patrimoine de l'UNESCO bénéficient des bons soins de cette population. Kong tient à son histoire et à son titre de ville historique classée au patrimoine de l'UNESCO. Serge Colléa. Kong, la mythique cité historique située au nord-est de la Côte d'Ivoire, repose sur un passé glorieux. L'ancien empire garde encore des symboles forts de cette épopée. La petite mosquée, bâtie au XVIe siècle, et la grande, construite au XVIIe siècle et reconstruite au XIXe siècle après le passage de Samori Touré, tiennent encore la route. Ce matin, la communauté villageoise entreprend des travaux de réhabilitation. La dalle de la petite mosquée a besoin d'être solidifiée. La dalle là, bon, on a fait ça, c'est à peu près 20 ans comme ça. Quand on constate qu'il y a beaucoup de bois qui sont pourris, tous les quartiers sortent, on va couper les bois, donc on va échanger les bois. C'est la terre noire, on prend, on met l'eau dedans, puis on met le sable dessus, on mélange et puis on fait monter. À Kong,
L'entretien des 2 mosquées de style soudanais est dévolu aux populations depuis des siècles. Ce sont des chansons qui encouragent au travail. Quand on fait le travail, on dit Misrigé Laromadjé, c'est-à-dire l'eau que les femmes vont apporter. Il n'y avait pas d'eau courante. C'est les femmes qui allaient puiser l'eau au marigot pour apporter, pour faire le travail. Donc quand vous apportez de l'eau, vous avez des bénédictions. Donc en faisant Misrigé Laromadjé, ça dit qu'on appelait les femmes à venir avec l'eau qu'on va prendre pour pétrir la terre qui est là. Donc ce sont des chansons de ces gens qu'on fredonnait régulièrement et on travaille. Quand nous étions petits, on était derrière nos papas et puis nos grands-pères. Ils nous disaient toujours c'est pour nous. Jusqu'à présent là, les enfants qui sont derrière nous aussi, c'est ce qu'on leur dit aussi. Après nous, ça sera vous. La technique de construction, le choix du matériau, le respect de la structure originelle et l'architecture de base sont scrupuleusement respectés. Nous avons fait une formation avec l'UNESCO. Ils étaient venus avec des formateurs venus du Mali. Ceux qui gèrent la mosquée de Tombouctou et puis la mosquée de Guinée. Ils nous ont appris comment il faut travailler le banco. Bon, c'est qu'ils sont venus nous former ici. C'est la même pratique que nous faisons ici. Donc ça n'a pas été difficile pour moi. Un travail à la chaîne auquel chaque membre de la communauté s'identifie dès son plus jeune âge. Le souci de préservation de l'héritage ancestral vaut aux 2 mosquées de Kong d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Quand nous finissons le travail, il y a un représentant de l'UNESCO qui gère les mosquées. Donc je lui transfère les photos et puis les vidéos. Souvent, quand il y a des travaux à faire sur certaines mosquées, nous partons là-bas pour faire les travaux là-bas ensuite. Bon, dans le mois de Ramadan, moi-même j'étais à Samatigla. Nous avons fait 3 semaines là-bas, sur la mosquée de Samatigla. L'année passée, j'étais à Mbengue et puis Nambira. Si les 2 mosquées constituent aujourd'hui un modèle de sauvegarde de biens culturels, il n'en est pas de même pour le métier des tisserands. Selon le maire résident, par le passé, les tisserands se comptaient par centaines. Aujourd'hui, la pratique est en voie de disparition. Seule une famille continue encore l'œuvre. Les conseils que nous donnons à nos enfants, c'est de ne pas faire en sorte que cela disparaisse. Parce que nous essayons de perpétuer cela à travers nos propres enfants. Et ceux qui veulent venir apprendre avec nous, nous leur apprenons également. Donc on s'arrange vraiment pour que le métier à tisser ne disparaisse pas à Kong et que l'activité demeure le plus longtemps possible. En matière historique, je vais d'abord dire que le tissage qu'on voit partout pratiquement en Côte d'Ivoire vient de Kong. Mais les jeunes s'intéressent de moins en moins à cela. Nous allons essayer de fédérer ceux qui veulent le faire pour qu'on puisse les replacer dans les quartiers ou alors on va créer carrément un centre artisanal de tissage. En dépit de quelques pratiques en voie de disparition, la ville de Kong regorge d'un patrimoine culturel et touristique non négligeable. Au niveau de la mairie, nous avons l'ambition de mettre en place un véritable circuit touristique du département de Kong, pas seulement de la ville de Kong, parce qu'au-delà de Kong, vous avez d'autres sites qui sont aussi importants. Et nous allons promouvoir un peu toute la culture que nous avons et faire en sorte que Kong organise d'abord des festivals. Donc c'est un enjeu important pour nous de rendre Kong visible aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire. Bâtir une ville moderne, mais surtout faire de Kong une destination touristique et culturelle de premier choix. Telle est la vision des autorités communales. Bon retour sur Abidjan à notre reporter Serge Coléa. Nous recevons ce 13h Maître Yapobi à Katie Yolande. Vous êtes commissaire central et porte-parole adjoint de la commission électorale indépendante. Vous êtes porteur d'un message de la CEI. Merci Monsieur Guivet. Je vous en prie. Alors, communiqué de la CEI. Le lundi 4 septembre 2023, à l'issue de la séance de proclamation solennelle des résultats du double scrutin des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tenue le 2 septembre 2023, la Commission électorale indépendante a informé les électeurs, les candidats et l'opinion nationale que les délibérations se poursuivaient dans le département de Kouibli en vue de la proclamation des résultats des circonscriptions électorales de la commune de Kouibli et de la région du Guémon.
Réunie en Assemblée générale le 6 septembre 2023, la Commission centrale de la CEI a fait le constat de l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs dans ces circonscriptions au regard des violences survenues lors du dépouillement. En effet, en ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Diékoué, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guémon, il n'en fut pas de même pour le département de Kouibli. Des violences, des destructions massives de matériel et le saccage du siège de la commission locale ont été perpétrés à Kouibli, entraînant même l'exfiltration des agents électoraux vers le siège de la commission électorale régionale à Banglo avec le concours des forces de sécurité. Au décompte final, 21 bureaux de vote sur un total de 34 dans la circonscription communale n'ont pu fournir les résultats de leur dépouillement. Il en est de même pour ce qui concerne le périmètre non communal, impactant donc les résultats du scrutin au niveau régional. La commission électorale indépendante, n'ayant pu déceler la volonté des électeurs, ne peut par conséquent proclamer les résultats de la commune de Kouibli et de la région du Guémon. Par conséquent, la commission électorale indépendante a saisi le Conseil d'État afin d'ordonner l'annulation des opérations électorales régionales et municipales dans le département de Kouibli et la reprise de celles-ci conformément aux dispositions des articles 172 et 201 du Code électoral. La Commission électorale indépendante voudrait inviter les électeurs et les candidats au calme et à la retenue en attendant la décision du Conseil d'État. La Commission électorale indépendante voudrait en outre saisir l'occasion pour rappeler que tout contentieux lié aux élections locales ressortit à la compétence exclusive du Conseil d'État, fait à Abidjan le 7 septembre 2023 pour la Commission centrale et pour ordre, la commissaire centrale porte-parole adjointe, Maître Yapobi. Je vous remercie. Merci à vous, Maître. Un scrutin qui sera donc repris à Kouibli, dans la région du Guémon. Information qui émane de ce communiqué de la CEI porté par Maître Yapobi Keti-Yolande, commissaire central et porte-parole adjointe de la Commission électorale indépendante. Merci, Maître, de votre présence sur ce plateau. Merci. Dans le domaine de la sécurité, on l'appelle Kadhafi, ce nouveau type de drogue qui fait maison, qui circule en ce moment sur le marché. Des consommateurs et autres fournisseurs de cette nouvelle drogue ont été débusqués au cours d'une opération d'envergure menée par des éléments de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Une vingtaine de personnes ont été interpellées, parmi elles figurent des mineurs. Reportage de Souleymane Donissangui et Abou Sano. Des risques d'asphyxie, de perte de connaissance, de troubles neurologiques et cardiaques. Tels sont les dangers auxquels s'exposent tous ceux qui s'adonnent à la consommation de cette nouvelle drogue qui vient de faire son apparition sur le marché ivoirien. Cette drogue appelée Kadhafi, il s'agit d'une préparation des enfants, un concept de vacances. Nos enfants de plus en plus aiment les sensations fortes. Et donc, c'est dans cette quête de sensations fortes que les enfants eux-mêmes ont mis cette fabrication sur le théâtre quand ils vont s'amuser et chacun en consomme. Interrogée sur la question de la consommation du tramadol, la directrice de la police des stupéfiants et des drogues apporte des précisions. Comment se fait cette préparation? Vous avez vu le tramadol, ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue dans ce sens que les lois ivoiriennes ne qualifient pas cela de drogue. Mais le tramadol, 250 mg, n'est même pas autorisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce médicament, le dosage autorisé est de 150 mg maximum. Et c'est donné sur ordonnance médicale. Se voulant préventive, la directrice de la police des stupéfiants et des drogues, la commissaire divisionnaire de police, Touré Mabonga, exhorte les cellules familiales à beaucoup plus de vigilance.
Quant aux personnes interpellées, elles seront conduites devant le parquet. 6 personnes importatrices de ces produits dangereux ont été déjà interpellées par des agents de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, puis déférées devant le parquet de Grand Bassam. Et dans l'actualité, en bref, ce jeudi 7 septembre 2023, nous ferons un tour au Gabon où l'ancien président Ali Bongo Ondimba est désormais libre de se rendre à l'étranger pour des soins. Au Nigeria, la justice rejette toutes les requêtes, justement contestant les résultats de la présidentielle. À Madagascar, le président André Rajoelina annonce qu'il est candidat à sa réélection et nous terminerons par la Russie où 5 drones ukrainiens ont été abattus. Angela Diallo. Le général Brice Oligui Nguema a annoncé dans un communiqué que l'ancien président Ali Bongo était libre de se rendre s'il le souhaite à l'étranger. Ali Bongo était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août, quelques heures après sa réélection à la présidentielle. La Cour d'appel du Nigeria a rejeté les contestations engagées par 2 partis d'opposition des résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu. Ce dernier a donc été déclaré vainqueur. Les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême. À Madagascar, le président de la République sortant André Rajoelina a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 9 novembre 2023. Face à ses partisans au Palais des Sports, le chef de l'État s'est officiellement lancé dans la course à sa réélection pour poursuivre les efforts commencés. Au même moment, son dossier de candidature a été déposé à la Haute Cour constitutionnelle, faisant de lui le 28e candidat pour le scrutin. La Russie a affirmé avoir abattu 5 drones ukrainiens dans le sud du pays et près de Moscou, faisant état d'un blessé. Selon le ministère russe de la Défense, un drone a été abattu à Ramensko, à 60 km au sud-est, vers 3 heures locales. 2 autres drones ont également été abattus à Rostov-sur-le-Don. C'est le 24 février 2022 que le président russe a lancé l'invasion militaire de l'Ukraine, soit 1 an, 6 mois et 14 jours. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.